Maintenant, on va voir comment écrire la partie résultat d'un papier scientifique. Donc la chose la plus importante à garder en tête quand on écrit cette partie sur les résultats est de savoir que l'idée est de présenter les résultats sans les interpréter. Donc vraiment, il faut être factuel dans cette partie sur les résultats, juste présenter les chiffres, éventuellement les expliquer, mais ne pas les interpréter. L'interprétation, c'est pour la discussion. Donc la partie la plus importante finalement du chapitre résultats, c'est les tableaux et les figures. On va structurer le texte dans la partie résultats tout autour de ces tableaux et figures, mais la grande partie des résultats vont finalement être présentés dans les tableaux et dans les figures. Donc vous allez voir dans un autre cours un peu plus dans le détail comment construire des tableaux et des figures, mais quelques principes généraux sont de décider le contenu de ces tableaux et ces figures avant d'écrire le papier. C'est ce qu'on avait vu dans la première vidéo où on voyait qu'il était important de faire un plan de l'article avant de commencer. Donc si on sait ce que l'on va mettre dans les tableaux et dans les figures, ça va nous aider à structurer l'article. La deuxième chose à savoir, c'est que les tableaux et les figures doivent être compréhensibles sans le texte. Donc, c'est-à-dire en anglais qui doivent être self-explanatory. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir un titre qui explique clairement qu'est-ce qui est présenté dans le tableau ou dans les figures et une légende qui explique par exemple quelles abréviations vous avez utilisées dans vos tableaux. Donc, il faut qu'on puisse comprendre ce qui est représenté dans le tableau et dans les figures sans avoir à lire le texte. Par contre, il faut en faire référence dans le texte des tableaux et des figures. Donc on ne va pas juste les coller dans l'article quelque part, il faut vraiment dans le texte dire, comme le montre le tableau 1 par exemple, et expliquer très brièvement ce qui est dans le tableau, sans entrer dans tous les détails, mais juste faire un petit référence dans le texte pour faire le lien entre le tableau et le texte. Donc, les tableaux et les figures doivent être complémentaires au texte. Donc, on ne veut pas présenter deux fois les mêmes informations, mais il faut qu'il y ait quand même un lien entre le texte et entre les tableaux et figures. Et enfin, il faut bien vérifier le nombre de tableaux et de figures que l'on a droit à mettre dans notre article. Donc pour cela, il faut aller regarder dans les instructions pour auteurs. De manière générale, on est limité souvent à 5 ou 6 maximum tableaux et figures. Par contre, souvent maintenant, on a droit à faire des tableaux ou figures supplémentaires que l'on peut mettre dans un appendice en ligne. Donc là aussi, il faut vérifier dans les instructions pour auteur pour savoir si cela est autorisé. On va voir maintenant l'ordre des différents paragraphes dans le chapitre résultats. Il n'y a pas généralement dans les instructions pour auteur des consignes concernant l'ordre des paragraphes, mais si vous lisez des articles, vous allez voir que habituellement on retrouve toujours un petit peu le même ordre des paragraphes, et donc c'est cet ordre-là qu'on vous propose dans ce cours. Donc en général, on commence par une description du recrutement ou du taux de réponse des participants dans notre étude. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut faire référence à la figure 1 qui est en général une flowchart, surtout dans une étude longitudinale, où on va montrer comment les gens ont été recrutés, comment ils ont été distribués dans les différents groupes de notre étude. À savoir que certaines fois, on peut retrouver cette information dans les méthodes, mais finalement c'est un résultat. Donc c'est quelque chose à mettre dans les résultats et ne pas mettre dans les méthodes. Donc voici un exemple d'une flowchart qui vient d'un essai randomisé. Et donc là aussi, quand vous faites un article sur un essai randomisé, il faut se référer aux recommandations qu'on sorte parce que pour la flowchart, vous trouverez un exemple de flowchart que vous pouvez ensuite customiser pour votre article. Mais ce qui est important à noter, c'est que la flowchart ne commence pas juste avec le nombre de sujets qui ont été inclus dans l'étude, donc pas avec le nombre randomisé, mais en fait on commence tout en haut avec le nombre de personnes que l'on a invitées à participer dans notre étude et ensuite on voit combien finalement ont répondu oui je suis intéressé et au final combien ont été randomisés. Et à chaque étape on a les raisons pourquoi les personnes n'ont pas finalement participé à l'étude. Donc ces informations-là vont nous aider à savoir dans quelle mesure
la population incluse dans l'étude est représentative de la population finalement cible. Et ensuite, quand c'est un essai randomisé, il faut dire combien de participants ont été randomisés dans chaque bras de l'étude. Pour une étude observationnelle, on peut regarder dans les recommandations Straub, et là aussi on trouve un exemple de flowchart. Donc cette fois-ci, on n'aura pas forcément de groupe, mais on va avoir des informations sur le nombre de sujets qui ont été évalués, par exemple, à chaque visite. Et dans tous les cas, à chaque fois qu'on a des sorties d'études, donc les gens qui ne terminent pas les périodes de suivi qui a été prévues au départ, il faut donner le nombre de sorties d'études et les raisons de sortie d'études. Et enfin, en bas de la flowchart, on voit qu'il faudrait dire combien de participants ont fini le suivi et combien ont été inclus dans l'analyse. Donc le deuxième paragraphe ensuite dans le chapitre résultats en général est une description de l'échantillon. Donc c'est les caractéristiques des sujets à l'inclusion. Et là aussi c'est assez standard, c'est presque toujours le tableau 1 d'un article. Donc voilà un exemple de tableau 1. Donc vous voyez, c'est les caractéristiques à l'inclusion de la population en intention de traiter dans cet article-là qui était un essai randomisé. Et donc ici, les caractéristiques sont présentées selon le groupe de randomisation. Si on était dans le cadre d'une étude observationnelle, on pourrait présenter les caractéristiques selon l'exposition à notre variable d'intérêt, par exemple. Quand c'est un essai randomisé, on n'est pas forcément obligé de donner la p-value, donc de tester s'il y a des différences entre les deux groupes, même ce n'est pas forcément recommandé pour un essai randomisé. Mais par contre, quand c'est une étude observationnelle, là c'est très important de tester s'il y a des différences entre les deux groupes à l'inclusion, puisque les gens n'ont pas été randomisés dans ces deux groupes-là. Alors que dans un essai randomisé, oui, les gens sont attribués par hasard dans les deux groupes, donc a priori, il ne devrait pas avoir de différence entre les groupes. Mais ce n'est pas le cas dans une étude observationnelle. Et donc, vous voyez que toutes les différentes caractéristiques sont présentées dans ce tableau-là. Bon, peut-être vous en aurez encore plus de choses que vous avez recueillies dans votre étude, mais en tout cas, on montre ici les caractéristiques les plus importantes pour notre analyse. Et en général, on commence avec quelques variables sociodémographiques et des antécédents médicaux, et ensuite d'autres variables qui sont importantes pour notre analyse. Donc après ces deux premiers paragraphes qui sont surtout, on va dire, de l'introduction à la partie résultats, ensuite on va présenter les résultats de chacune de nos analyses. Et on commence toujours par l'analyse principale, puisque c'était l'objectif principal de notre papier. Donc on ne peut pas choisir de mettre en avance le résultat qui nous plaît le plus. Il faut vraiment qu'on suit le plan de notre article, donc le but de notre article, qui était de présenter le résultat de l'analyse principale. Donc même si c'est négatif, ou ce n'est pas le résultat qui était attendu, il faut quand même commencer par présenter l'analyse principale. Et ensuite, dans les paragraphes suivants, on va présenter les résultats des analyses secondaires. Et enfin, on présente à la fin les résultats d'analyse exploratoire au post-hoc. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il faut clairement préciser ce qui était du post-hoc parce que ce n'a pas le même niveau de preuve que les analyses préspécifiées. Et pour les essais randomisés, il faut également, dans la partie résultats, présenter des résultats concernant les effets indésirables. Donc souvent, on met ces résultats à la fin du chapitre résultats si ce n'était pas l'objectif principal de notre étude. Pour terminer cette vidéo sur comment écrire la partie résultats, on va juste voir quelques principes de présentation. Donc pour commencer, quand on veut décrire des variables, des valeurs, comment est-ce qu'on doit les présenter? Donc pour les variables quantitatives, c'est-à-dire des variables en continu comme l'âge ou la pression artérielle, on doit utiliser soit la moyenne avec son écart type, ou alors pour les variables qui n'ont pas une distribution normale, on va utiliser la médiane avec son intervalle interquartile. Donc toujours présenter l'un ou l'autre de ces deux mesures.
Ensuite, pour les variables qualitatives, c'est-à-dire des variables en catégorie ou en classe, comme le sexe, le stade de tumeur ou alors le niveau d'éducation. Pour présenter ces variables-là, on va utiliser le nombre et pourcentage de participants dans chacune des catégories. Et quand on calcule les pourcentages, on ne compte pas les données manquantes dans le dénominateur. Un autre conseil pour la présentation des résultats est de toujours faire attention au nombre de décimales que l'on utilise quand on présente des chiffres. De manière générale, il faut toujours utiliser le même nombre de décimales tout au long du papier. Et habituellement, on ne dépasse pas trop 2 chiffres après la virgule. L'exception, c'est pour les p-values, et là, on peut aller en général jusqu'à 3 chiffres après la décimale, mais là aussi, c'est à vérifier dans les instructions pour auteur parce qu'il peut éventuellement avoir des règles pour chaque revue dans les instructions pour auteur. Mais en tout cas, toujours être homogène dans les présentations des résultats tout au long du papier. Et enfin, un dernier point, c'est juste de dire que les p-values seules ne sont pas interprétables quand on présente des résultats. Donc par exemple, si on veut dire qu'il y a une différence significative entre deux groupes, par exemple le groupe A est plus âgé que le groupe B, il ne suffit pas juste de donner la p-value, il faut également donner la moyenne d'âge ou la différence de moyenne entre les deux groupes pour pouvoir interpréter les résultats. Également, quand on peut, il faut donner une mesure de l'association. Donc, selon le type d'analyse que l'on a fait, on pourrait donner par exemple un risk relative, un hazard ratio ou un odds ratio, ou alors une mesure de la taille de l'effet dans un essai randomisé. Donc, quand on peut, il faut également donner une mesure de l'association. Et enfin, en plus de la p-value, il faut également présenter l'intervalle de confiance. Donc, quand on calcule en moyenne dans une étude, l'estimation de la moyenne est faite à partir de l'échantillon qu'on a inclus dans notre étude. Et dans l'intervalle de confiance, on a un intervalle dans lequel se situe la vraie moyenne de la population source. Donc l'intervalle de confiance va nous aider quelque part à juger de la pertinence clinique de notre résultat et un petit peu aussi avoir une idée sur l'éventuelle taille d'un effet. Donc il est très important de donner, en plus de la p-value, l'intervalle de confiance.